3 décennies après que l'apartheid a été aboli en Afrique du Sud, alors que le pays est devenu en 2025 la première puissance économique du continent, que Cape Town est considérée comme l'une des plus belles capitales, l'une des plus belles villes au monde, et que le président est un noir, l'on pourrait s'attendre à ce que tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent soit derrière nous. Et là, il convient de s'arrêter, parce que lorsqu'on parle de la richesse de l'Afrique du Sud, il y a une réalité très importante à prendre en considération. En 2022, des rapports faisaient état du fait que seuls 28% des business du pays étaient détenus par des Noirs. En 2026, donc aujourd'hui, ce chiffre serait à seulement 20%. Et il faut également dire que les Noirs représentent 82% de la population. Autrement dit, les Noirs, qui sont 12 fois plus nombreux que les Blancs, sont 50 fois moins riches que ces derniers. Des politiques telles que le Black Economic Empowerment, pour donner plus de pouvoir économique aux Noirs, ont été mises en place pour corriger cette réalité. Mais malheureusement, on ne rend pas un peuple riche simplement en lui donnant de l'argent ou en le plaçant au bon endroit, au bon moment. Si le peuple n'a pas changé d'état d'esprit et si le système reste le même, les résultats resteront les mêmes. Et en Afrique du Sud, le résultat, c'est la pauvreté économique et mentale de la population. Mais la réalité sud-africaine aujourd'hui est tout sauf égalitaire. Et cette réalité vient à vous à peine vous sortez de l'aéroport de Cape Town. Les maisons ici sont faites à base de tôle et de planches. Je vous mettrai au défi d'essayer d'entrer ici. Il n'y a pas de route. Et j'ai essayé de demander aux gens ici pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de route pour entrer. On dit que c'est fait à dessein. C'est-à-dire que ceux qui vivent ici le font sciemment, construisent les maisons très proches les unes des autres pour empêcher que la police puisse entrer là-dedans. C'est un lieu de promiscuité, c'est un lieu de prostitution, c'est un lieu de criminalité. Et lorsque vous regardez tout au long de cet endroit, le gouvernement a l'intention de construire un mur pour pouvoir enfermer, enclaver tout ce township. Parce que lorsque vous venez de l'aéroport de Cape Town et que vous êtes en train d'aller dans la ville, ça c'est la première des choses que vous voyez. Moi, lorsque je venais à Cape Town, c'est la première des choses que j'ai vues. C'est la première impression que vous avez de Cape Town. Du coup, le gouvernement veut investir 1,5 milliard de rands ici pour construire un mur géant pour les enfermer. Les rapports officiels indiquent que 50% de toute la population adulte de l'Afrique du Sud vit dans ces townships, dont à peu près 35 millions d'individus. Vous comprenez pourquoi nous avons dû faire ce détour dans l'histoire du pays. On a fait tous ces sauts dans l'histoire parce que même si on a l'impression que ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud s'inscrit dans un moment figé dans le temps, on doit surtout comprendre qu'il s'agit de la continuité de l'histoire du pays, qui a toujours été une histoire d'opposition et de violence, soit entre Noirs sud-africains et les Blancs, soit entre Sud-Africains eux-mêmes, soit entre les Sud-Africains et les autres. South Africa as a country, from the wars of Shaka, where Shaka colonized other, there's always been violence in our history. But the narrative that has been told now, it as if at some point it was safe and it was hunky-dory. It was not. Et cette lutte a toujours porté sur la précarité des ressources disponibles pour les Noirs sud-africains. En son temps, l'archevêque Desmond Tutu attirait déjà l'attention sur la manière dont certains Noirs traitaient leurs frères noirs en Afrique du Sud à cause des divergences de points de vue et la précarité des ressources. If these people can still do things like this, maybe they are not yet ready for freedom. And I ask you, we have a cause that is just. We have a cause that is going to prevail. For goodness sake, let us not spoil it by the kind of method that we use. L'Afrique du Sud a 2 tribus principales, disons les plus influentes. On a les Zoulous, qui historiquement sont des guerriers, puis les Xhosa. Des figures historiques tempérées telles que Nelson Mandela, Miriam Makeba, Oliver Tambo, Desmond Tutu étaient toutes des Xhosa. Leurs méthodes étaient, et le sont encore jusqu'aujourd'hui, très différentes des méthodes des Zoulous qui, comme on l'a dit, sont plus guerriers et revendiquent vraiment cet héritage guerrier violent-là. Mais attention, cela ne veut en aucun cas dire que les Zoulous sont directement responsables de ce qui se passe. Dans les rangs des fouteurs de troubles, on retrouve des Sud-Africains de toutes les tribus. Et là, on ferme la parenthèse, on en ouvre une autre pour dire que, historiquement, en Afrique du Sud, certains groupes d'intérêt se sont souvent servis de la colère des Zoulous, y compris contre les partisans de l'ANC. They are being killed by the other blacks. And even if they kill each other, you know, there's something behind it. A white man is behind them. So that the next white person must think that, the stupid blacks don't know what they are doing. They kill each other. The spaces that are violent today,
they were made violent during apartheid government. If you go to Mlazi in Durban, if you go to Crossroad, Nyanga, Sightsee, Philippi, Samora, if you go to Gauteng, to go to Bobatong, you go to Tembisa, all of this area that I'm mentioning had hostels in them. Apartheid government would dump guns in those spaces during apartheid time. If you go to those spaces today, there's high level of violence. Parenthèse close. Nous sommes donc dans un pays qui n'a connu que la lutte et l'extrême violence. Un pays où les Noirs ont connu des vagues successives de personnes venant de l'extérieur qui, tour à tour, ont prouvé que les locaux avaient eu tort de les accueillir à bras ouverts. Dans un pays où les Noirs, après avoir lutté pour leur indépendance, se retrouvent dans des sortes de camps de concentration, dans un état de précarité où il faut se battre chaque jour en permanence pour le peu de ressources disponibles. Mais cela ne répond toujours pas directement à la question centrale. Qu'est-ce qui alimente la montée de la xénophobie et justifie l'extrême violence qu'on observe aujourd'hui en Afrique du Sud? People are there and the number of unemployment is much higher than it was then. En 10 ans, l'Afrique du Sud a ajouté de près de 8 millions d'habitants et près de 6 millions de personnes en âge de travailler. Mais l'économie, quant à elle, n'a pu créer qu'un peu plus d'1 million d'emplois directs. Le résultat immédiat, c'est près de 8 millions de chômeurs officiels, un chômage élargi autour de 42% et une jeunesse dont plus de 4 actifs sur 10 sont sans emploi. Mais pourquoi autant de chômage dans un pays aussi riche, me demanderez-vous? Je vous répondrai, l'apartheid. L'apartheid qui a laissé une majorité noire concentrée dans des townships éloignés des centres économiques, avec un accès limité aux bonnes écoles, au réseau d'emploi, au capital et à la propriété. These statistics have a direct effect on us going into the market, going forward, It takes away the motivation. Il y a également le fait d'une économie qui n'a pas suffisamment créé d'emplois industriels. Le pays a perdu du terrain dans la manufacture, dans les mines et certains emplois informels, pendant que les nouveaux emplois se concentrent davantage dans la finance, les services et les secteurs qui demandent souvent plus de qualifications. Lorsque nous étions à Cape Town, nous avons vu plusieurs écoles où la seule enseignante était une femme qui, après avoir pris sa retraite, a décidé de rentrer créer une école informelle dans le township, faute de quoi plusieurs enfants n'iraient pas à l'école. My name is Nosipo Trabane. I'm an ex-nurse and an ex-teacher. And after teaching for some time, I decided I wanted to make a change in the black children's lives from the roots at the preschool. So whatever, because I used to teach in a white school, so what I saw there, what was missing in my own education. So I thought I must come and start this in 2005 so that I can start with these children from the beginning up. Nous avons donc jusqu'ici une combinaison de deux facteurs. Le passif historique des Noirs sud-africains qui, pour certains, ont un héritage guerrier qui les pousse à vouloir tout résoudre par la violence et pour d'autres, les rend tout simplement allergiques à la présence de l'autre. Puis le chômage endémique qui aujourd'hui pèse le plus sur les épaules des Noirs sud-africains qui sont le moins exposés aux véritables opportunités d'emploi. Mais une autre question se pose. Pourquoi est-ce que le gouvernement et les autres partis politiques sud-africains n'interviennent pas de manière plus forte pour faire cesser tout ce chaos? Des personnes ont perdu la vie. Le Ghana a dû rappeler ses ressortissants dans ce pays. Pareil pour le Nigeria. Les expériences sont atroces. Pourquoi le gouvernement et toute la classe politique d'Afrique du Sud ne font-ils pas de ce problème une priorité? Je vous réponds dans le mille. Ce n'est pas rentable d'éradiquer ce problème. Aussi simplement que ça. Un défaut fondamental de la démocratie telle que nous l'avons héritée après les indépendances, c'est que le but des leaders ou de ceux qui aspirent au leadership, ce n'est pas toujours de diriger le pays avec équité et justice, de résoudre les problèmes. C'est d'obtenir le pouvoir et de le conserver le plus longtemps possible. La conséquence immédiate de ce modèle de gouvernance, c'est que tout ce qui ne sert pas directement cet intérêt-là est inutile. En Afrique du Sud, les étrangers n'ont pas le droit de vote. Cela signifie que pour vous, le président démocratiquement élu ou le candidat visant le poste de président, cette masse populaire ne représente pas votre focus, puisqu'elle ne pèse que le poids d'une plume sur votre avenir politique. Pourquoi donc dépenser de l'énergie et des ressources à lutter pour défendre ses droits, alors que ces mêmes ressources peuvent être utilisées pour avancer dans votre quête vers le pouvoir ou votre maintien au pouvoir? C'est aussi simple que ça. On ne s'occupe pas des problèmes à faible rentabilité. Ignorer un problème, c'est une chose. Le vice intervient lorsque la situation des étrangers en Afrique du Sud est instrumentalisée à des fins politiques. Lorsqu'un pays a des problèmes tels qu'un fort taux de chômage,
Les dirigeants peuvent soit essayer de résoudre le problème dans le fond, cela implique des réformes, parfois qui ne vont pas plaire au peuple, opérer des changements drastiques, soit opter pour la solution la plus facile, celle que plusieurs ont adoptée même en Occident. Blâmer l'étranger ou attiser la colère du peuple et la rediriger vers un bouc émissaire. Ça coûte moins cher, ça vous rend populaire parce que vous donnez l'impression d'être avec le peuple et pendant que le peuple s'attaque à la mauvaise cible, vous continuez à poursuivre vos ambitions politiques. We've got many problems here. Problem legitimately raised. Huge levels of unemployment. That's correct. High levels of crime. That's correct. But the finger is being pointed at wrong people. The levels of high unemployment in this country are not due. They are not due to undocumented Africans. They are not. From 2009 goes the opposite direction. It wasn't caused by the undocumented immigrants. The people who caused that, look at it, that decline, they are laughing in a corner there. Because we're pointing not at them, but we're pointing somewhere else. À l'approche des élections de 2024, plusieurs travaux ont montré que l'immigration était devenue un thème central de campagne, notamment pour des formations politiques telles que Action SA, la Patriotic Alliance et même Opération Doudoula, ce mouvement de rue anti-immigrants devenu parti politique par la suite. Le mécanisme est presque toujours le même. On part d'un vrai problème, le chômage massif, la criminalité, des hôpitaux débordés, des logements insuffisants, puis on désigne une cible simple, les étrangers illégaux. Donc s'il faut résumer, voici les causes de la xénophobie en Afrique du Sud aujourd'hui. Le passif historique, la crise économique et sociale et la récupération politique de la souffrance des Sud-Africains. Maintenant que nous savons ça, répondons à une dernière question. Comment devons-nous, nous les autres Africains qui subissons cette violence, réagir à tout ceci? Quelle est la meilleure réaction? Je pense que nous autres Africains ne pouvons pas rester silencieux face à tout ceci. Mais je pense aussi que la solution n'est pas de créer un nouveau stéréotype qui serait de dire « les Sud-Africains sont des xénophobes ». Évitons-les. Si vous avez suivi cette chronique attentivement, vous comprendrez qu'à plusieurs égards, les causes de ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui sont très profondes et qu'il y a aussi une machine derrière qui a intérêt à ce que ça se passe ainsi. Allons-nous réagir avec la même sauvagerie? Je pense que des présidents, des leaders tels que le président du Mozambique et du Ghana nous montrent la voie à suivre. Une voie diplomatique, mais ferme. Il n'est pas question de prendre les armes contre les Sud-Africains, il n'est pas question de les chasser, mais il est question de leur rappeler que s'ils sont libres aujourd'hui, c'est aussi grâce aux efforts du reste des frères africains du continent qu'ils rejettent aujourd'hui. Myriam Makeba, par exemple, après que son passeport lui ait été retiré et qu'elle n'avait plus nulle part où aller, fut accueillie en Guinée par Sékou Touré, où elle passa 26 années d'exil. Et c'est depuis la Guinée qu'elle menait le combat pour la libération de son peuple. Des pays tels que la Zambie, la Tanzanie, l'Angola, le Mozambique, le Botswana, la Guinée de Sékou Touré, l'Égypte, la Libye de Kadhafi, le Gabon d'Omar Bongo, le Ghana de Nkrumah et bien d'autres ont soutenu d'une manière ou d'une autre la lutte contre l'apartheid. Certains ont accueilli des militants de l'ANC, certains ont offert des passeports, des bourses, des bases arrières, des formations, des financements, une protection diplomatique. Et il faut bien mesurer ce que cela voulait dire. Soutenir l'ANC à cette époque, ce n'était pas seulement faire de beaux discours panafricains tels que ceux qu'on entend aujourd'hui. C'était prendre un risque, c'était s'opposer à un régime sud-africain puissant, militairement organisé, soutenu économiquement par des intérêts occidentaux, par les États-Unis par exemple. Le Mozambique, l'Angola, le Botswana et d'autres pays voisins ont payé directement le prix de cette solidarité. C'est pourquoi la xénophobie actuelle en Afrique du Sud est historiquement incongrue. Parce que beaucoup de ceux qu'on chasse aujourd'hui viennent de pays dont les gouvernements, les peuples, les territoires ont contribué hier à la liberté sud-africaine. Et il est capital que cela soit rappelé. Et si la voie diplomatique traîne, on peut aussi recourir à des sanctions financières. Certains pays ont menacé le géant sud-africain MTN de gel des avoirs en réponse à ce qui se passe dans le pays. Le problème de l'Afrique du Sud est celui d'un pays qui a tourné une page de son histoire sans avoir pleinement pris le temps de panser les plaies. Et comme toute plaie maltraitée, ça s'infecte et ça peut conduire à toutes sortes de complications. La xénophobie en est une. L'Afrique du Sud a peut-être un problème d'immigration, mais elle a surtout un problème de mémoire, de justice sociale et de leadership politique. Et tant qu'on continuera de transformer la souffrance des pauvres en haine contre d'autres pauvres, les vrais responsables continueront de gouverner tranquillement pendant que les victimes s'entredéchirent.